Et donc tu es un des fidèles. Vous êtes invité ou je peux poser mes affaires là? Non, il y a toi. En fait, ils sont venus voir Bernard Werber, quelqu'un qui tend le micro. Voilà. Je pense qu'il y a encore des fantômes hostiles. L'invocation ne s'est pas passée tout à fait comme on l'aurait voulu. Donc merci Bernard d'être là pour ce festival dont tu es un des habitués et qui toujours autant de plaisir à t'apercevoir. Et merci Antoine, merci de nous raconter tout ça. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement besoin de te présenter, mais Bernard Werber ici présent, écrivain, réalisateur de films, scénariste et personne tout à fait agréable évidemment. Et dont en plus le dernier livre datait de 2 ans, ce qui est proprement scandaleux, ce qui prouve qu'il y a un certain nombre de tes gens qui sont totalement en état de manque. Il y en a plein là ici qui réclament mon prochain livre de Bernard. Donc la première chose que je vais dire, c'est que tu vas nous raconter pourquoi il y a eu 2 ans et qu'est-ce qui nous attend un petit peu, parce que je crois qu'il va y avoir une grosse surprise qui va arriver en octobre. Oui. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'une règle est faite pour ne pas être respectée. C'est le principe de toutes les règles. Donc je m'étais inventé une règle qui est je sors un livre tous les ans la première semaine d'octobre. Je me suis aperçu que cette règle, qui était une discipline, gagnait à être trahie. C'est-à-dire, déjà le bon Dieu, quand il a mis 7 jours, il a créé le monde en 7 jours, après il s'est reposé. C'est le principe d'inventer dans les rythmes une cassure de rythme, une brisure de rythme, et ça c'est une notion intéressante. Donc là j'avais fait un livre tous les ans pendant 20 ans, et je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai établi cette règle, je vais pas la respecter. Et il s'avère que je suis tombé sur un manuscrit qui avait envie de prendre 2 ans plutôt qu'un an. C'est celui qui va sortir la première semaine d'octobre. Et c'est autre chose, c'est qu'on croit tout contrôler, mais il y a un moment où le livre est comme une entité vivante qui réclame une gestation un peu plus longue. Donc celui qui va sortir en octobre, en fait, est pratiquement un mélange de 2 livres. En tout cas, il y a l'énergie de 2 livres dans un seul livre, et ça m'intéressait de tester ça. C'est aussi un gros livre. C'est un gros livre. Mais ce qui me plaisait avant dans le principe de sortir un livre tous les ans, c'était de travailler dans l'urgence. Dans le stress et dans l'urgence, je pense que tu connais ça aussi dans ton travail, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on sait que l'éditeur vous dit si tu ne le ramènes pas le 15 juin, ça ne sort pas, ou alors tu dois encore attendre un an, ça vous met une grande pression. Et cette pression-là fait que tout d'un coup, les idées arrivent différemment dans la tête, c'est-à-dire elles sont plus concentrées. Et j'aimais bien cette angoisse-là. Et je me suis dit, bon, essayons de faire un livre dans le confort, parce que j'avais toujours travaillé dans le stress de pourvu que je rende le livre à temps. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Au final, en fait, j'ai fait un livre plus gros, et je me retrouve exactement avec le même stress. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû rendre le livre le 1er juin, et là, je l'ai amené ici pour travailler dans le train, parce que donc, je n'arrive pas à tenir une délai. Donc à l'heure qu'il est, normalement ça doit sortir en octobre, mais c'est même pas certain que ça sorte en octobre, puisque je ne suis pas sûr d'arriver à tenir les délais. Donc juste la chose, pour répondre à ta question, c'est que d'habitude je prends 1 an pour faire un livre, là je prends 2 ans pour faire un livre dans lequel il y aura l'énergie de 2 ans, donc a priori qui est plus travaillé, qui est plus construit, dans lequel il y a plus de situations et plus son critère, plus de richesse. Voilà. Alors, pour être un petit peu frustrant, on ne va reparler de ton livre que dans 5 minutes. Alors, j'aimerais bien un petit retour sur le livre précédent, Le Rire du Cyclope. Oui. Donc, on parlait, c'était il y a 2 ans, on parlait d'humour, on retrouvait ton couple Isidore et Lucrèce. Isidore et Lucrèce, qui étaient des enquêteurs. Juste avant, il y avait Le Miroir de Cassandre, qui était au sens premier un véritable livre de fiction d'anticipation avec une interrogation sur le sens du réel. Et donc, tu as tissé comme ça, tu as posé un certain nombre de pierres en 20 ans de carrière, comme tu dis, un livre par an pendant 20 ans, j'avais raconté. Et à chaque fois, tu remets en cause un certain nombre d'idées reçues de base, du genre si les fourmis pouvaient parler, si le rire pouvait tuer, si l'avenir pouvait être connu, etc., etc. Et à la limite, tu ne peux pas t'empêcher de dévisser les boulons pour voir si ça tient. C'est un peu ta façon d'être. Je crois que c'est tous les auteurs de science-fiction. Je crois que tous les auteurs de science-fiction de ma génération ont démonté leur téléviseur. On va commencer par là. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Jean-Claude. J'ai commencé par démonter la téléviseur de mes parents, qui la d'ailleurs ne radio. m'ont jamais pardonné.
à l'époque existaient des radios françaises, on avait une Thomson du Crété. Vous dire si c'est ancien, c'est-à-dire qu'à l'époque, la France faisait de l'électronique et de l'informatique. Et je démontais toutes les machines. Ça m'a toujours intéressé de voir les choses sous forme mécanique ou architecturale. Pour moi, un roman, ce qui m'intéresse, c'est l'architecture et la manière dont fonctionnent les chapitres entre eux, beaucoup plus que les briques, la tapisserie ou la moquette, même si c'est ce que vous voyez quand vous rentrez dans une maison. Vous voyez ce lieu-là. Ce que vous voyez, c'est les lampes. Vous voyez les lampes, les systèmes de vitraux. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, voire depuis Google Maps, à savoir il doit y avoir un chapiteau, il doit y avoir un système qui appuie sur des piliers. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est la structure cachée qui fait que le système tient. Et tout mon travail, l'essentiel de l'énergie, est sur la structure et les piliers. Et ce travail, d'ailleurs, j'ai essayé de le transmettre à travers des recueils de nouvelles, dont notamment L'Arbre des possibles et Paradis sur mesure, dans lequel je travaille sur les structures et sur ces mécanismes, qui sont des mécanismes de suspense, c'est-à-dire vous rentrez dans une structure et vous allez être emporté mécaniquement pour arriver dans un point où vous allez être surpris. C'est la base pour moi du travail de romancier, mais pour reprendre le cas de Lire du Cyclope, c'est aussi la base du travail de blagueur. Pour moi, une blague, c'est un tout petit roman, et l'avantage de la blague par rapport au roman, c'est que la blague, on voit tout de suite est-ce que ça marche ou ça marche pas. Le roman, il peut y avoir un flou, où on peut se dire, bon, à la limite, ça marche pas, on se dit c'est le style de l'auteur, ça marche pas. Mais une blague, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas tricher. Quand j'ai lu Agatha Christie et 10 petits nègres, je me suis dit, ça fonctionne comme une blague. On vous envoie sur 10 fausses pistes, et là, il y a un jeu qui est, est-ce que l'auteur va arriver à vous surprendre, sachant que vous-même, vous n'avez pas arrêté de travailler la tête pour vous demander lequel est le vrai assassin. Et la blague, en fait, des 10 petits nègres, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le spoil, et d'un coup, comme ça sera fait pour ses pieds, c'est qu'à un moment, elle fait croire qu'il y a un meurtre, et ce meurtre n'a pas eu lieu. Donc, c'est comme un tour de magie, c'est comme une blague, c'est un truc mécanique qui va faire que vous allez vous dire, à bon sang, je me suis fait avoir. Mais cette phrase, à bon sang, je me suis fait avoir, ça m'a l'air le minimum de politesse d'un auteur envers son lecteur, c'est lui fournir une fin inattendue. Et pour arriver à ça, c'est un système de construction, comme les tours de magie, comme les blagues. Et c'est pour ça que je suis aussi admiratif des gens qui répondent des bonnes blagues, et je suis aussi admiratif des gens qui font des tours de magie. Et quand je lis un roman qui n'est juste une suite de phrases qui ensemble font quelque chose de joli, mais qui n'amène nulle part, et il n'y a pas l'effet de surprise, je me dis, le type n'a pas fait son travail jusqu'au bout, ou alors il est juste dans un style de forme, mais il n'y a pas de fond, et je me sens souvent frustré. Un bon roman, en fait, émerge à sa scène finale. Jusque-là, c'est une sorte de promesse de scène finale qui doit être explosive. Mais tout ne sert... En fait, j'utilisais une métaphore. Ça ressemble un peu à l'acte d'amour, c'est que c'est une montée progressive vers un point de climax. Et le point de climax, c'est l'endroit où la jouissance est maximale. Tu sais qu'il y a un écrivain américain qui a dit un bon bouquin, ça commence par un orgasme et à partir de là, c'est encore mieux. Donc tu vois, il y a des gens qui passent après quand même. C'est la femme de cet écrivain qui doit être heureuse. Mais oui, alors il y a un concept qui est intéressant pour reprendre ça, c'est dans le film Le Prestige, où il parle de la notion, il dit un tour de magie, j'en reviens encore à la magie, c'est une promesse, une réalisation et un petit quelque chose après la réalisation qui fait qu'on est doublement sur le cul, si je puis dire. C'est comme ça que j'ai perçu. Vous avez vu Le Prestige? D'accord, je vois qu'il y a gauche la tête. C'est tout un travail sur l'analyse des tours de magie et sur le principe de comment on attrape le lecteur et où on l'amène, comment on attrape le spectateur et comment on l'émerveille. Parce qu'au final, si je parle et de la blague et de la magie comme base du travail de romancier, en tout cas comme base de mon travail, c'est parce que je crois que ce sont des arts dans lesquels on ne triche pas. Et que on voit tout de suite, quand vous racontez une blague, vous savez tout de suite si l'autre la reçoit, si ça lui ouvre une porte et si ça lui fait rire. Vous voyez tout de suite aussi si l'autre se force à rire par politesse ou si vraiment il est scié. Et pour moi, ça m'a l'air des arts honnêtes. Il y a des livres où on ne comprend rien et on se dit le type doit être vraiment très fort parce que pour raconter des trucs
on ne comprend rien à ce point, s'il veut être d'intelligent point. C'est des livres qui snobent le lecteur. Et c'est une littérature que je n'aime pas, parce que c'est une littérature qui en fout tellement plein la vue que du coup, elle évite son devoir de surprise. La première caractéristique d'un bon roman est de vous surprendre et de vous amener à un endroit où vous allez avoir une jouissance. A fortiori, s'il n'y a pas de jouissance, vous avez une seconde, c'est double gain. Justement, dans le rire du Cyclope, ça commence quand même dans un milieu qui est quand même le milieu des comiques, ça commence par une scène extrêmement dure, ça commence par une mort. Et on se dit, mais ça meurt les comiques? Et la question, c'est justement toi d'arriver en disant, ben oui, je démonte le machin, je vais vous le montrer autrement. Oui. Alors, les comiques, pour écrire le rire du Cyclope, j'ai dû en fréquenter beaucoup. Et de manière étonnante, la plupart des comiques sont des gens assez angoissés, souvent assez tristes, et souvent assez déprimés. Et le comique est une manière pour eux de se soigner. Et donc, on ne s'en aperçoit pas, mais ces gens qui nous apportent du bonheur en racontant des blagues sont des gens qui sont souvent très sensibles et qui peuvent être très très durs. Je vous parlais des morts, comme ça ne va pas créer de problème par rapport aux vivants. Des gens comme Fernand Reynaud, Bourvil, Coluche étaient des gens très durs dans le privé et ça ne les empêchait pas d'être très légers et, dans leur vie publique. Et il y a là une matière à des personnages passionnants parce que certains des gens qui nous apportent le bonheur de rire peuvent s'avérer en fait des salauds, voire des tyrans, voire des gens d'une dureté extrême. Et donc, du coup, pour un romancier, c'est l'idéal, c'est-à-dire la personne qu'on croit hyper sympathique parce qu'elle nous fait rire, s'avère dans sa vie privée un tyran domestique, voire un voleur, voire un escroc. Et donc là, j'avais ce personnage donc, du Cyclope, Darius, qui était parfait. Donc j'ai rencontré beaucoup de comiques qui m'ont raconté les petites coulisses du métier. Par exemple, un comique qui me racontait qu'une fois, à la fin de son spectacle, il y a un autre comique célèbre. Enfin, lui, il n'était pas célèbre, et il y avait une petite salle de 200 personnes, et dans l'assistance arrive un comique célèbre. Et donc, déjà, il commence son spectacle, il a repéré le comique célèbre, et il lui dit, et il demande à tout le monde d'applaudir la présence du comique célèbre pour son spectacle, donc en tant qu'un comique moins connu. Et à la fin du spectacle, le comique célèbre vient le voir, et il le félicite, et il lui dit, écoute, j'ai trouvé ton spectacle formidable, et surtout, il y a 3 sketchs que j'ai trouvés vraiment extraordinaires, et ces 3 sketchs, je les trouve tellement bien que je te les prends. Et l'autre qui dit, tu veux dire que tu vas les faire jouer enfin tu vas les jouer, tu veux m'acheter les copyrights? C'est, non, je n'achète pas les copyrights, je vais faire les mêmes à ma manière. Et l'autre se dit, toi, tu veux dire que tu me les voles? Non, c'est pas que je te les vole, c'est que l'idée est bonne, toi t'es pas célèbre, moi je suis célèbre, donc si moi je le raconte, je toucherai un plus grand public, et toi tu peux continuer tes spectacles, mais de toute façon, moi les tes 3 là, je te les prends. Et l'autre, il est resté comme un con, et puis il a dit, bah, si tu me les voles, je te fais un procès, et si tu me fais un procès, je te grille partout. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le comique célèbre lui a pris ses 3 sketchs, il les a fait, d'ailleurs ces sketchs, vous les entendez tout le temps, vous ne le savez pas, mais ensuite, vous les entendez tout le temps à la radio, aux vraies chansons, dans les trucs. Et l'autre a fait un procès, quand il a fait un procès, tout ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est retrouvé blacklisté de tous les médias. C'est-à-dire que déjà, il était à un statut média, mais il n'arrivait pas à décoller. Mais une fois qu'il s'était volé, alors là, il était complètement fini, parce qu'en plus, il risquait de contrarier la star. Alors, ces choses-là, je me dis, le public ne le sait pas. Ils ne savent pas que les comiques se volent des sketchs entre eux. Ils ne savent pas qu'en plus, les comiques sont d'une cruauté énorme envers les autres comiques. Ils ne savent pas aussi qu'il y a une masse de comiques qui n'ont pas émergé, qui sont prêts à tuer père et mère pour essayer de passer à la télévision ou d'être un peu connus. Et que ces gens-là, par moment, ils n'arrivent pas à bouffer, et que par moment, ils ont une vie vraiment très très dure. Et je voulais parler de celui-là. Vous savez, que ce soit dans le milieu même, tous les milieux artistiques, même le milieu écrivain, il y a ceux qu'on voit et ceux qui sont lus et entendus et vus, et puis il y a toute une masse de moyennes, et puis il y a toute une masse de gens qui essaient, qui voudraient bien et qui n'y arrivent pas. Et je voudrais rappeler que dans tous les arts, ce que vous voyez, c'est souvent un tout petit groupe qui a eu beaucoup de chance et qui part souvent et qui a peut-être une légitimité, mais qui l'a peut-être pas aussi. Voilà. Et qui cache peut-être un peu la forêt derrière les Oui, coussins. et c'est peut-être pas forcément les meilleurs comiques que vous avez, c'est peut-être pas les meilleurs
écrivains que vous voyez à la télé, c'est peut-être pas forcément les meilleurs chanteurs, les meilleurs acteurs. Et c'est pour ça que je trouve assez intéressant qu'il y ait Internet qui fasse un contre-pouvoir, parce qu'avec Internet, il y a quand même des artistes qui peuvent juste, sans argent, présenter leur travail et dire, regardez, je fais ça, si ça vous plaît, vous avez qu'à mettre un like, et puis comme ça on saura que ça plaît aux gens et ça peut avoir un effet viral. Et je trouve que Internet est en train de faire un contre-pouvoir à la télévision et aux médias pour laisser la chance à de nouveaux auteurs. C'est pas encore la panacée, mais c'est déjà une voie parallèle, une chance d'exister pour certaines personnes qui sinon n'existeraient même pas. Il y a aussi un festival comme l'Imaginal ici, qui d'abord se concentre sur un genre, celui de l'imaginaire, qui passe pas souvent à la télé. Je veux dire, les auteurs qui passent à la télé ne sont pas les auteurs de science-fiction, de fantastique, de fantasy. Tant pis pour eux, je veux dire, c'est un genre qui est populaire, mais il ne passe pas à la télé. Et qui aussi a des phénomènes de type coup de cœur. Faire un coup de cœur pour un écrivain, il y a quelques années de ça, le coup de cœur, c'était un dénommé Sir Cédric. C'était quelqu'un qui venait de sortir son premier roman. Donc il est pas là il est parti samedi. Il est parti samedi parce qu'il y avait un truc au bikini. Alors, on est entre Toulousains, donc il y avait un truc le soir au bikini, donc il y avait un truc à mixer. Moi j'ai rencontré ici Sir Cédric et c'est vrai que c'est quelque chose de complètement nouveau. Une littérature gothique assumée qui va très très loin. Et qui fait vraiment de l'excellent thriller. Et ces deux derniers sont des purs thrillers, mais c'est des trucs de très très grand niveau. Et bien ça, c'est un coup de cœur d'un petit festival comme les Imaginales qui dit attendez, ce type-là, il y a vraiment quelque chose, suivez-le. Ça braque un projecteur sur quelqu'un en disant je deviens peut-être. Et c'est formidable parce qu'on peut se permettre dans un festival comme celui-ci d'avoir des stars, de savoir quoi, et aussi d'avoir un certain nombre de gens qui sont entre guillemets, au démarrage, et dont on dit, ben on les a eus. Il y a eu un certain Philippe Jaworski, il n'y a pas si longtemps, aussi, qui a démarré comme ça, avec son premier bouquin. Ça, on peut. Et c'est vrai que ces contre-pouvoirs-là sont importants. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de festivals que ça, c'est aussi pour ça qu'on vient pour les défendre. Il faudrait qu'il y ait des grandes messes de la science-fiction assumées et qui puissent rejaillir dans toute la France. Mais c'était Nancy, ça a été Metz avant, c'est ça? Oui. Ça a été Nancy, c'est Metz, il y a les Imaginales, et puis il y a Utopia aussi. Utopia aussi, oui. Il y en a quelques-uns quand même, parce qu'on a des passionnés. On a cette chance-là d'avoir des passionnés. Des passionnés qui sont comme toi, quelquefois, des auteurs qui vraiment sont inlassables avec l'imaginaire, avec tout ce que tu peux faire, qui vendent le genre. Et on a aussi des gens qui aiment ça et qui, à un moment donné, disent « Zut, je vais faire quelque chose ». Ça, c'est une aparté, mais par exemple, par rapport à ce qui se passe dans le métier du comique, c'est vrai qu'on est un peu dans le domaine du chacun pour soi, alors qu'on a du coup, dans nos arts à nous, d'être quand même assez collectif. On joue un peu collectif, c'est plutôt bien. Alors, on joue un peu collectif dans le domaine du fantastique, de la science-fiction, de la littérature, d'imaginaire. Parce que, de manière étonnante, c'est dans cette littérature dite de genre et dite populaire qu'il y a le plus de solidarité et d'entraide, alors que dans la littérature dite blanche, dite littéraire, les types sont tous se considérant comme des vedettes et méprisant tous les autres. Et il y a un réel clivage entre les deux domaines. C'est pour ça que je me sens bien dans cette tribu-là, qui est une tribu aussi dans laquelle, je crois, il y a des règles de chevalerie qui existent encore un tout petit peu. Si nous, dans les imaginaires, on n'est pas un peu chevalerie, je veux dire, je ne sais pas qui le sera. Bon, écoute, tu as un public qui va quand même, qui a envie d'entendre parler un petit peu de ce dont va parler ton prochain livre, alors sans spoiler, parce que ouais. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, je peux dire une chose, parce que j'ai un peu la chance d'avoir jeté un coup d'œil dessus. C'est pratiquement le seul lecteur pour l'instant. Mais il y a déjà une chose que je peux dire, c'est qu'il est en train d'être rattrapé par la réalité, et ça c'est étonnant. Parce que c'est vrai qu'on projette, on fait de la science-fiction, on fait des choses de l'anticipation, et là on se dit « Ah non, mais quand même, cher ami, vous êtes dans la science-fiction, c'est totalement dingue », et on se rend compte que quand on commence à lire les journaux, on voit des petits entrefilés, des trucs, et on se dit « Mais ils sont en train de me réécrire le Werner, là ». Et c'est vrai, la réalité est en train de te rattraper. Tu as encore 3 mois d'avance, mais il faut le sortir en octobre, ton bouquin. Parce que si tu sors l'année prochaine, ça va être un roman historique. C'est pas mal, ça, je vais peut-être reprendre cette phrase. Oui, j'ai un petit problème, c'est que c'est un roman de science-fiction fraîche, comment dire, dans un futur très proche. C'est de l'anticipation. L'anticipation comme l'a été le miroir de Cassandre. Alors, d'ailleurs, je voulais mettre au début, on en discutera, je voulais signaler que c'était dans un futur proche, je sais pas, enfin, qu'on me conseille là-dessus. Ça se passe. C'est dans un futur tellement proche que certains événements que j'ai écrits avant qu'ils ne se produisent se sont produits durant l'écriture. Donc, en fait, Jean-Claude touche un problème.
Notamment, bon, je peux en mettre un parce que du coup je l'ai enlevé, c'est que j'avais décrit Fukushima, c'était il y a 2 ans, hein, et la première scène d'ouverture c'était Fukushima. Et je décrivais précisément tout ce qui allait se passer. Et Fukushima se déroule, et je dis merde, Ils m'ont piqué mon scénario. c'est du présent, enfin, ouais, c'est du futur qui est en train de se transformer en présent et qui va être du passé au moment où je vais sortir le livre. Et du coup, ça m'a obligé à réécrire le livre en tenant compte de ça. Mais il n'y a pas que Fukushima, il y a certains événements de politique extérieure qui se sont en train de se dérouler. Alors tu as raison, j'ai retiré un peu manier. Il s'était passé une chose sur les fourmis. Les fourmis, c'est sorti en 1991. En 1991, je disais, à l'an 2000, il y a une mamie qui dit, en fait, le passage de l'an 2000 n'a rien d'extraordinaire. Alors, rien n'a changé. C'est-à-dire, elle dit, avant l'an 2000, il y avait toujours de la pollution, du chômage, il y avait... nous, on pensait qu'en l'an 2000, on aurait des petits avions où on quitterait le balcon pour aller à son travail. Ça n'est pas arrivé. On a toujours les moteurs à explosion, on s'habille toujours pareil. Et la mamie, elle disait, bah, finalement, je suis très déçue, l'an 2000, c'est toujours pareil. Or, quand on a passé l'an 2000, mon personnage qui disait l'an 2000 c'est toujours pareil, ben, on a pu voir que c'est toujours pareil. Donc du coup, le travail de prospective qui avait été fait en 1991 n'avait plus aucun sens dès le moment où j'ai été rejoint par la... Donc à partir de là, j'ai fait un peu attention. J'essaie d'abord de trouver des informations qui ne se produiront pas même dans 10 ans, mais en même temps, ça parle de ça parle d'un futur très très proche. Alors, c'est un peu casse-gueule, en même temps c'est amusant, et puis ben, tant pis, Nicolas Sarkozy n'est plus président dans mon roman, donc ça va. Il y a la plupart des événements qui sont décrits dessus, pour l'instant, à cet instant T0, ne se sont pas encore produits. Donc, ce que vous lirez en octobre 2012, je l'espère, c'est des événements qui risquent de se produire peut-être en 2013, mais qui, j'espère, ne se produiront pas entre octobre, novembre et décembre. Mais c'est aussi un problème pour tous les auteurs de science-fiction, c'est si on date notre travail, on risque de se faire coincer. Je vous donne l'exemple au hasard, 1984. Je me rappelle l'année 1984, ben on a vu, ben non, bon, il y a des pays où c'est la dictature, mais c'est pas l'Angleterre et c'est pas ce système-là. Autre rendez-vous qui est un peu décevant, 2001 c'est l'espace. En 2001, on n'est pas parti à la conquête d'une planète, je crois que c'est Mercure. Donc, là encore, c'est-à-dire, dès le moment où vous mettez une date, le temps rejoint la date, et votre bouquin, vous aviez bien prévu le truc, ou est-ce que vous êtes trompé? Et donc, c'est pour ça qu'on a été là pour mettre de date, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. On va mettre une date assez lointaine, c'est vrai. Ben, dans Dune, ils ont mis 11 000, 11 300, donc ça laisse un peu de temps. Quoi, quand 11 300, les gars, regardez, on n'est pas du tout comme ça. Mais il faut voir une chose, que quand on regarde les romans de science-fiction des années 40, 50, pour eux, quand ils parlaient de l'an 2000, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils disaient que dans l'an 2000, ce monde serait... D'abord, on aurait conquis probablement tout le système solaire, et que tout serait extraordinaire. En fait, on est rentré dans la science-fiction, parce que l'iPhone, ça n'a pas été prévu dans beaucoup de romans, et je dois avouer que ça change quand même la vie. Star Trek. Comment Star Trek. Non, justement, les téléphones de Ah Star oui, Trek, Star Trek. ils sont même pas MP3. Il y a des petits boutons. Et Cosmos 1999 aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, les petits engins, ça ressemblait au bebop. Ouais, C'est vrai quand il l'a fait. Mais voilà, donc c'est vrai, si on veut être tranquille, il faut faire de la science-fiction qui se passe dans 10 000 ans. Et là, même si c'est pas exactement comme on l'a prévu, les gens a priori ne lisent plus vos livres, donc c'est pas grave.